Bonsoir à tous déjà, merci d'être venus, de vous être connectés et merci aux membres de l'association sur les pas d'Hypatie pour encore une fois me permettre d'être avec vous ce soir et vous présenter un sujet qui me tient à cœur. Donc, parce on me demande souvent de parler des plantes et là j'avais envie de changer un petit peu, de vous parler des insectes, puisque c'est mon deuxième sujet de prédilection et que c'est important d'en parler aujourd'hui parce que malheureusement de plus en plus ils disparaissent. Donc je voulais vous parler d'eux un petit peu, vous expliquer tout ce dont ils sont capables de faire et ce à quoi ils servent en fait dans la nature, tout ce qu'ils peuvent nous apporter. Et pour vous prouver, hein, je vous raconte pas de salade, hein, encore un nouveau numéro qui vient de sortir et qui parle de la disparition des insectes, hein, qui est très bien documenté. C'est le dernier numéro du National Geographic, si vous voulez vous le procurer, qui est très très intéressant. Donc on va pouvoir commencer avec le diaporama, en espérant que tout le monde le voit bien. Donc, pour commencer, je voulais vous faire une petite introduction en vous expliquant pourquoi je voulais vous parler des insectes. Les insectes, une première chose à dire dessus, c'est que ce sont, enfin moi j'ai toujours trouvé personnellement que ce sont des êtres qui sont assez fascinants et quand on commence à s'y intéresser un petit peu et qu'on voit tout ce dont ils sont capables, c'est franchement hallucinant, hein. Donc une première chose à dire, c'est déjà rien que leur aspect, hein, physique, la diversité qu'on trouve chez les insectes, la diversité des couleurs, des formes ou des modes de vie, ils sont assez impressionnants, hein. Les insectes, on les retrouve absolument partout, partout autour de nous et dans tout type de milieu, dans tous les environnements, que ce soit dans les déserts, dans les forêts tropicales, même jusqu'au sommet de l'Himalaya ou dans les terres australes et antarctiques. Il y a certaines espèces qui se sont adaptées, hein, même au froid. Donc on les retrouve absolument partout. Donc il y a des tonnes de modes de vie différents par leur petite taille et par leur ancienneté, puisque ce sont les êtres les plus nombreux sur Terre, hein, les plus anciens, excusez-moi, sur Terre. Les premiers fossiles qu'on a retrouvés d'insectes ailés datés de moins 320 millions d'années, hein, donc c'est extrêmement vieux, et c'est bien avant les dinosaures, hein, par exemple. Donc tout ça, ça fait en sorte, leur petite taille plus leur ancienneté, qu'ils ont eu le temps et qu'ils ont eu le loisir de coloniser tous les milieux, hein. Donc là, je vous ai donné plusieurs exemples, hein, d'insectes. Quand on regarde également la diversité des formes qui peuvent revêtir, les couleurs, juste comme ça, on n'aurait pas tendance à dire que ce sont tous des insectes, hein. Donc c'est assez impressionnant, je trouve. La chrysomèle américaine, je l'ai toujours trouvée d'ailleurs très très belle, hein. Bon, même si elle est accusée de dévorer un petit peu les cultures quand même, mais ça reste un très bel insecte avec des reflets verts et rouges, magnifiques à voir. Donc les insectes, on vient de le dire, ils ont colonisé absolument tous les milieux, mais ce sont aussi les êtres qui sont les plus nombreux sur Terre, hein. À ce jour, on connaît plus d'1 million d'espèces d'insectes dans le monde, et ça représente plus des trois quarts du règne animal, parce que par exemple, hein, les mammifères, pour vous le citer, on connaît que 5 500 espèces, hein, à côté, donc ça représente presque rien, hein. Les insectes sont plus nombreux que toutes les plantes à fleurs répertoriées, que tous les mammifères. Non, franchement, ce sont vraiment les êtres les plus nombreux sur Terre et on estime à l'heure actuelle qu'on aurait encore peut-être 3 ou 4 millions d'espèces à découvrir, hein. Donc on est bien loin de tout savoir sur eux et d'avoir tout découvert. Et là, dans une publication récente, hein, du coup, d'une biologiste néerlandaise, hein, elle nous dit que pour un être humain, on compte environ 200 millions d'insectes sur Terre, ce qui est gigantesque. Et ça nous prouve bien tout ça, donc le nombre qu'ils sont, plus la diversité et la colonisation de tous les milieux qui sont dotés également de capacités d'adaptation qui sont absolument hors normes, hein. Donc tout ça, moi, je trouve que c'est assez fascinant. Donc c'est une première raison de parler des insectes et un petit peu de s'intéresser à eux. Donc autre chose, hein, c'est les différents rôles qu'ils peuvent jouer dans l'environnement, tout ce qu'ils nous apportent, hein. Ils ont un rôle qui est véritablement fondamental, hein. On n'en parle pas assez, on s'en rend pas compte parce que ce sont des petits êtres minuscules,
On les regarde pas beaucoup, parfois ils nous font peur, mais franchement, on ne pourrait pas faire grand-chose sans les insectes, hein. Donc, un premier exemple là, que tout le monde connaît bien, c'est la pollinisation, par exemple, hein. Dans les régions tempérées, plus de 80% des plantes à fleurs sont pollinisées par les insectes. Donc c'est énorme, hein. Les plantes à fleurs, ce sont celles qui nous offrent toute notre diversité alimentaire, hein, que ce soit les fruits, hein, les fruits et légumes qu'on va manger, les tomates, les aubergines, les poivrons, etc. Tout ça, c'est pollinisé par les insectes, hein. D'ailleurs, en culture, dans les serres où on cultive des tomates, hein, on utilise des bourdons, hein, préférentiellement, pour polliniser ces plantes-là. Un autre rôle très important qu'ils jouent, hein, c'est la décomposition, hein. Les insectes décomposeurs sont essentiels au renouvellement du sol et à la fertilité. Et également, hein, ils ont un rôle pour gérer la qualité de l'eau, puisqu'on a aussi des décomposeurs aquatiques, hein, certaines larves d'insectes, comme les larves de moustiques, hein. Parce que les moustiques, on les aime pas beaucoup, hein, parce qu'ils nous piquent. Mais leurs larves qui vivent dans l'eau, elles se nourrissent des matières en suspension, par exemple, et donc elles aident à filtrer, à dépolluer l'eau. Et donc ça, c'est quand même aussi un rôle qui est très important. Et ben encore un autre rôle, autre chose d'important, hein, c'est que les insectes sont en bas de la chaîne alimentaire, donc ils jouent également le rôle de ressources, hein. C'est directement, hein, sont une ressource alimentaire, hein, pour les oiseaux, les chauves-souris, les amphibiens, par exemple, hein. Et également les hommes, hein. La FAO a estimé que dans le monde, environ 2 milliards d'êtres humains se nourrissent quotidiennement d'insectes, hein, entre tous les peuples qui vivent en Asie, en Afrique, ou même les aborigènes d'Australie, qui étaient des populations entomophages, hein, donc qui ont toujours consommé traditionnellement des insectes. Donc toutes ces populations-là, leur source essentielle de protéines, elles dérivent des insectes. Donc ça, c'est très important également. Et enfin, ce qu'on peut dire également, hein, une autre raison de s'intéresser aux insectes, hein, c'est tout simplement que ils font partie de notre patrimoine naturel, hein. C'est une part très importante de notre patrimoine naturel, puisque comme on vient de le voir, sont les êtres les plus nombreux sur Terre. Donc ce serait une perte considérable, hein, la disparition des insectes, déjà pour tout ce qu'ils accomplissent dans l'environnement, mais également pour eux-mêmes en tant qu'êtres. Voilà, donc après cette petite introduction, je vais vous expliquer un petit peu comment on va procéder ce soir. Donc, dans une première partie, je voudrais vous parler vraiment des insectes en eux-mêmes, hein, vous apprendre à les reconnaître déjà, à savoir ce que c'est qu'un insecte, et puis à savoir un petit peu aussi comment ils vivent, hein, quelques caractéristiques importantes chez les insectes. Dans la deuxième partie, je détaillerai un peu plus les rôles qu'ils peuvent avoir dans l'environnement, dont on vient déjà de parler un petit peu. Je rentrerai plus en détail là-dedans tout à l'heure. Et dans la troisième partie, je vous expliquerai en quoi c'est important de parler vraiment aujourd'hui des insectes, de sensibiliser, quelles sont les menaces qui pèsent sur eux, où on en est aujourd'hui, quel est le bilan de la disparition des insectes, et puis quels sont les moyens qu'on a, nous, à notre disposition pour essayer de faire quelque chose pour eux, hein, à notre échelle, tout simplement. Donc déjà, on va commencer par parler un petit peu des insectes eux-mêmes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un insecte? Puisque dans notre vocabulaire courant, le terme insecte, ça désigne en réalité plein de petites bêtes volantes ou rampantes qui nous entourent, sans forcément qu'on fasse de distinction, hein, par exemple, entre une araignée ou un insecte, hein. Donc il y a quelques caractéristiques essentielles, hein, qui sont visibles et qui vont nous permettre de reconnaître un insecte, hein. C'est que les insectes, ils ont toujours 3 paires de pattes, hein. On dit que ce sont des animaux hexapodes. Et ils ont toujours aussi un corps en 3 parties, hein. Donc c'est 2 fois 3 les insectes, hein. C'est 3 paires de pattes et un corps en 3 parties, hein. Une tête, un thorax, un abdomen. Et également, ils ont une paire d'antennes qui est plus ou moins visible, parce que parfois elles peuvent être très réduites, ces antennes. Ils ont toujours une paire d'antennes. D'ailleurs, on les appelle également les antennates, hein, en biologie, hein, dans la classification des insectes. Antennates ou mandibulates. Donc voilà un petit peu, hein, un schéma, voilà un petit peu l'anatomie du corps de l'insecte. Donc on voit bien les différentes parties, hein, donc, que je vous ai annoncé, la tête
portent les antennes, les yeux composés, hein. Les insectes ont toujours des yeux composés en fait de milliers de cellules qu'on appelle les ommatidies. Et ces ommatidies, elles leur donnent une faculté de vision qui est assez exceptionnelle, hein. Il y a certains papillons qui sont capables de voir jusqu'à 200 images par seconde, là où l'homme n'en voit que 24, par exemple. Donc, ils décomposent extrêmement bien les mouvements grâce à toutes ces petites cellules, ces milliers d'ommatidies. Donc, ensuite, on a le thorax, hein. Alors, le thorax est composé de 3 segments, hein. Donc le premier, le prothorax, ensuite on a le mésothorax et le métathorax. Et donc ce thorax, il porte les 3 paires de pattes, hein. Donc pour chaque segment du thorax, on a une paire de pattes. Et il porte également les ailes, hein, sur le mésothorax, en règle générale, quand il y en a, et le métathorax. Les ailes sont généralement au nombre de 4, hein, donc 2 paires d'ailes, quand il y en a, si on n'a pas toujours. Et ensuite, donc on a l'abdomen, hein. Donc l'abdomen où vous allez retrouver tous les organes essentiels, le cœur, qui en général est un faisceau assez long qui est au niveau de l'abdomen, hein, qui parcourt le côté dorsal, hein, de l'insecte. Et on a également tous les petits orifices qui sont représentés, qui sont des stigmates, hein, qui permettent la respiration, puisque les insectes ont un système de respiration trachéen, hein. Et on a également au bout de l'abdomen parfois quelques organes, hein, qui peuvent être portés selon les espèces, notamment chez les femelles, hein. En général, elles portent ce qu'on appelle un oviscapt. C'est un petit appareil en fait qui leur permet de déposer les œufs pour pondre. Voilà pour le corps de l'insecte, hein, pour donc les caractéristiques visibles. Et alors les caractéristiques un peu moins visibles, ce sont les mandibules, hein, parce que les insectes ont également toujours des mandibules, mais après la forme des mandibules et des pièces buccales en règle générale varie énormément selon le mode d'alimentation de l'insecte, hein. Par exemple, vous avez les papillons qui vont se nourrir de nectar généralement, et donc ces papillons vont avoir ce qu'on appelle couramment une trompe, hein, en fait, pour pouvoir aller puiser le nectar profondément dans les fleurs. Un coléoptère, par exemple, un petit scarabée qui va manger du pollen, il va pas du tout avoir la même forme, la même forme de mandibule, hein. Lui, il faut qu'il ait des mandibules solides qui lui permettent de broyer du coup ses aliments. Donc la forme des mandibules varie. Et donc les ailes, alors ça c'est aussi un critère qui est visible, mais bon, faut pas vraiment se fier à ça puisque tous les insectes, hein, n'ont pas forcément des ailes, hein. Le plus important c'est vraiment de se souvenir des 3 paires de pattes et du corps en 3 parties, puisque par exemple vous voyez les fourmis, hein, qui n'ont pas d'ailes, hein, hormis les mâles avant l'accouplement et les jeunes reines. Il y a certaines espèces de papillons aussi, femelles de papillons qui n'ont pas d'ailes. Et également, quand vous êtes dans des milieux, par exemple des milieux montagnards, où il y a un vent fort, où les insectes sont soumis à des conditions comme ça de vent fort assez régulières, au fur et à mesure de l'évolution, ils ont perdu leurs ailes par régression, souvent parce que c'est pas forcément utile dans un endroit où on est tout le temps balancé par le vent, d'avoir des ailes, hein. Finalement, ça sert pas à grand chose. Donc, vous avez beaucoup d'insectes montagnards, hein, certains criquets montagnards notamment, qui n'ont pas d'ailes. Donc voilà, quelques faux amis, hein, juste pour faire un petit rappel, mais qui sont quand même régulièrement assimilés aux insectes, hein. Donc ça va être les araignées, par exemple, scorpions et acariens, qui en fait font partie de la famille des arachnides, hein. Donc eux, ils ont 4 paires de pattes et ils ont encore un corps en 2 parties, hein. Donc un corps en 2 parties, on va avoir vraiment, là je ne sais pas si vous le voyez bien sur la photo, mais on n'a pas une tête, un thorax, un abdomen. On a en fait une tête qui est couplée au thorax et donc on appelle ça un céphalothorax. Voilà, donc c'est un corps en 2 parties. Et également, ils n'ont pas d'antenne. Et encore d'autres faux amis qui sont régulièrement assimilés aux insectes, ça va être tout ce qui est mille-pattes, huule. Alors, tous ces animaux-là, hein, font partie d'un ordre particulier, hein, qu'on appelle l'ordre des arthropodes, hein, que ce soit les insectes, les arachnides ou les myriapodes, hein. Ce sont des animaux qui sont caractérisés par un corps en fait segmenté. Un corps segmenté, mais voilà, tous ne sont pas des insectes, hein. Donc les myriapodes, par exemple, eux, bon ben, comme vous pouvez le voir, ont toujours bien plus de 4 paires de pattes, hein. Généralement, ils en ont au moins 10. Ils ont également un corps tout en longueur. Donc ce ne sont pas non plus des insectes en général.
mille pattes, etc. C'est souvent assimilé aux insectes, mais ce n'est pas le cas. Donc, ben, maintenant qu'on vient de voir un petit peu ce que c'était un insecte, hein, quels étaient les critères pour les distinguer, on va parler un petit peu de leur mode de vie et de leur comportement, parce qu'il y a quand même des choses qui sont assez intéressantes et étonnantes, et notamment la métamorphose, hein, puisque tous les insectes, en fait, sont obligés de muer pour pouvoir se transformer, puisqu'ils ont une particularité, les insectes, c'est ils ont un corps qui n'est pas mou comme nous, en fait, ils ont le squelette à l'extérieur du corps, hein. C'est un squelette externe, hein, on appelle ça l'exosquelette. Donc cet exosquelette, il est fait de protéines, hein, de chitine, qui est extrêmement rigide et qui ne peut pas grandir. Donc l'insecte larve, quand il naît, au fur et à mesure de son évolution, lui va grandir, hein, ses organes mous à l'intérieur de l'exosquelette veulent grandir, mais l'exosquelette ne peut pas grandir, donc il procède par mue, hein, exactement comme les serpents, par exemple, pour pouvoir croître et se développer. Donc la métamorphose, hein, c'est la transformation, hein, le passage de la larve à l'adulte, hein. Les adultes, on appelle ça des imagos. Et donc c'est une transformation qui est quand même assez incroyable, hein. C'est vraiment selon les insectes, hein, parce qu'on va le voir tout à l'heure, il y a plusieurs modes de transformation, mais la transformation complète, c'est quand même assez fou, puisque les deux animaux n'ont rien à voir, hein. Là, je vous donne un exemple classique que tout le monde connaît, hein, c'est la chenille, hein. La transformation de la chenille, hein, en chrysalide puis en papillon. Donc on se rend compte que effectivement c'est quand même incroyable de voir à quel point ces animaux sont capables de changer complètement de forme, au point que le jeune ne ressemble pas du tout à l'adulte, et que jusqu'il y a très très tard, hein, je crois jusqu'au 15e ou 16e siècle, on pensait, hein, que les chenilles étaient des animaux complètement différents. On les assimilait pas du tout aux papillons, hein. Ça a mis vraiment très longtemps avant que les premiers scientifiques qui commencent à les étudier, hein, à élever des papillons, se rendent compte que ça donne des œufs qui donnent ces espèces de petits êtres informes, hein, ces petites chenilles, qui finalement vont se transformer en de magnifiques papillons. Donc voilà un petit exemple, hein, d'un type de métamorphose. En fait, il y a deux grands types de métamorphose chez les insectes. Donc il y a cette transformation complète qui est absolument sensationnelle, hein, où on a vraiment une larve qui ne ressemble en rien à l'animal adulte. Et dans la métamorphose complète, hein, qu'on appelle donc holométabole, hein, c'est un cycle holométabole, cette larve, pour pouvoir se transformer en adulte, va passer aussi par un stade de nymphe, hein. On appelle ça la nymphe. En fait, c'est un stade de repos, tout simplement, comme la chrysalide. Donc ça, c'est ce qui caractérise aussi le cycle holométabole chez les insectes, hein. C'est qu'on a déjà, premièrement, une larve qui ne ressemble pas du tout à l'adulte, et deuxièmement, une larve qui va opérer un stade nymphal avant de pouvoir se transformer, vraiment un stade de repos. Et donc on a également certains insectes, certaines familles d'insectes qui, elles, n'ont pas une métamorphose complète, hein. Donc c'est un cycle hémimétabole. Donc chez les insectes hémimétaboles, on n'a pas de stade de nymphe, hein, pas de stade de repos long avant qu'il y ait une transformation pour devenir adulte. Ce sont plutôt on peut dire que la larve, hein, chez les hémimétaboles, c'est une réplique de l'adulte en miniature, hein, tout simplement. Ces petites larves-là vont se transformer par mues successives avant de devenir adultes, sans passer par un stade de nymphe. Et donc une petite chose qui est importante à dire, hein, par rapport à ça, c'est que un insecte, hein, il passe la majeure partie de sa vie en fait sous forme de larve, hein. Nous on n'y pense pas forcément, parce que par exemple les chenilles on les voit moins que les papillons, hein. Les papillons qui volent, hein, donc qui envahissent notre environnement. Idem pour les abeilles ou les coléoptères, hein. Les larves finalement on les voit pas beaucoup. Donc on n'assimile pas forcément les insectes à leurs larves, on voit les adultes, mais finalement le stade adulte dure généralement très peu de temps chez les insectes, hein, quelques semaines, voire quelques heures chez les éphémères. Et tout le travail de l'insecte, hein, si je puis dire, hein, si on peut le dire ainsi, va généralement se passer sous forme de larves. Et il y a certaines larves qui restent sous terre parfois plus de 10 ans, hein. Il y a même certaines cigales aux États-Unis qui sont connues pour ça. La larve met un cycle en fait de 17 ans. Elle passe 17 ans sous terre, et tous les 17 ans, donc, on a des effusions
de larves de cigales par million. Hein, donc j'essaierai de retrouver ce lien, cette histoire, parce que c'est assez incroyable. Hein. Je ne sais plus quel état des États-Unis où il y a ces effusions de cigales tous les 17 ans. Donc voilà un petit point sur la vie des insectes, hein, et la métamorphose. Ensuite, je voudrais vous parler un petit peu de certaines facultés qu'ont les insectes et auxquelles on ne pense pas forcément, mais qui sont également tout aussi étonnantes. Donc déjà, hein, le camouflage, hein, par exemple, puisqu'il y a énormément d'insectes qui pratiquent cette technique, bon, comme d'autres animaux. Hein, les insectes ne sont évidemment pas les seuls à se cacher dans la nature, mais ils ont vraiment quelques particularités. Donc là, on a un petit exemple, hein, avec ce criquet, ce beau criquet qui est un eudipode turquoise. Donc vous voyez là qu'il a des couleurs un peu grisonnantes, et il imite en fait clairement les couleurs de son environnement, hein, du substrat sur lequel il vit. Puisque ce criquet, en général, il vit plutôt dans les milieux secs, les milieux rocheux, le sable. Et bon, avec cette couleur-là, hein, il va passer absolument inaperçu, hein, sauf quand il s'envole, hein, puisque là, vous voyez du coup ses ailes. Hein. J'ai pas résisté à vous mettre une photo des ailes parce que je trouve ça vraiment très, très beau. Hein. Ces criquets, quand on marche du coup dans un milieu rocheux ou sur le sable, on ne les voit pas, sauf à partir du moment où ils s'envolent et où ils déploient leurs ailes bleues. Et là, on se rend compte de leur présence. Donc ça, c'est le mode de camouflage le plus fréquent, hein, qui consiste à prendre la couleur de son environnement, tout simplement. Là, les insectes sont très forts pour ça. Mais il y a encore plus impressionnant. Là, alors bon, là, je vous ai mis une photo du papillon sur les feuilles et hors des feuilles pour que vous voyez bien, parce que sinon, c'est pas forcément du tout évident de le distinguer. Alors ça, c'est encore plus fort, hein, les insectes sont également très forts pour ça. C'est de prendre non seulement les couleurs de leur environnement, mais également la forme du substrat sur lequel ils se tiennent. Et là, on le voit bien dans le cas de ce papillon, hein, qui est un papillon de nuit, donc on appelle la feuille morte du chêne, où c'est vraiment poussé à l'extrême, hein, ce camouflage, puisqu'on voit bien que elle a les ailes découpées, un petit peu comme les feuilles de chêne, et elle a même sur les ailes, finalement, comme un système de nervation qui imite, hein, les nervures des feuilles du chêne. Donc là, c'est vraiment poussé à l'extrême. Et on a également d'autres insectes qui pratiquent un mimétisme pour se camoufler, qui vont se faire passer, hein, pour d'autres insectes. Ils vont se faire passer en fait pour des insectes dangereuses. Donc là, je vous ai mis un exemple très courant. Donc à gauche, là, vous avez une petite mouche pollinisatrice qui est en fait un cirque. Donc ces cirfs, d'ailleurs, généralement, quand on ne connaît pas l'existence des cirfs, on a tendance à prendre ça pour une guêpe, parce que justement, le camouflage est extrêmement bien réussi. Elle imite non seulement les couleurs, mais également les rayures, hein, de la guêpe. Donc on a vraiment l'impression que cette petite mouche est une guêpe. Et par exemple, si un oiseau a eu la mésaventure d'essayer de s'attaquer à une guêpe et s'est fait piquer, forcément, quand il va voir le cirque, il va se dire, oh là là, faut pas y aller. Donc il va laisser tomber l'affaire, et c'est un système du coup de défense qui est assez rusé, qui marche très bien et pour lequel les insectes sont très forts aussi. Et donc ça s'appelle le mimétisme bathésien. C'est quand une espèce animale en fait prend la forme d'un autre animal pour éviter de se faire dévorer par les prédateurs. Alors une autre faculté des insectes, une partie de leur vie qui est généralement pas très connue, c'est la migration. Hein. Les insectes qu'on a chez nous, qu'on voit en été, hein, sont pas forcément autochtones, hein, ou plutôt sont pas forcément résidents chez nous. Et on a notamment l'exemple souvent des papillons, hein, finalement. On a beaucoup de papillons migrateurs, et bon, il y a d'autres insectes, hein, qui migrent, par exemple certaines mouches également, donc qui ont une répartition géographique qui est très très large. Et alors, le phénomène est généralement beaucoup plus impressionnant chez les papillons. Donc là, je vous en présente un qui est très connu pour ça, qui s'appelle la belle dame, qu'on voit chez nous du coup à la belle saison. Et en fait, quand on le voit chez nous à la belle saison, ce papillon,
Il faut savoir qu'il arrive d'Afrique tropicale. Donc, ça veut dire qu'il a parcouru quasiment près de 4000 kilomètres avant d'atteindre l'Europe et ils vont jusqu'aux confins des pays scandinaves. Donc, il parcourt d'immenses distances et dès là, des études récentes qui sont parues en 2018 ont prouvé que ces papillons étaient capables de faire le voyage en une seule génération. Donc, vous imaginez à quel point c'est fort pour un tout petit insecte qui fait 70 millimètres d'envergure de faire tout ce voyage. Et là, l'exemple donc de la belle dame, bon, c'est pas le seul papillon migrateur qui fait des distances aussi impressionnantes chez nous. On a aussi quelques papillons de nuit qui sont migrateurs. Et il y a d'autres petits papillons, notamment celui-ci. Celui-ci, je voulais vous le montrer déjà parce que c'est un très beau papillon, d'une famille que j'apprécie particulièrement, la famille des Lycénidés. Et donc ce petit azuré, c'est aussi un grand papillon migrateur. Et alors c'est encore plus impressionnant parce que lui, il est vraiment tout petit. La particularité de ces papillons, c'est qu'en général, ils font pas plus de 20 à 30 millimètres d'envergure. Donc c'est vraiment des papillons minuscules qui passent souvent inaperçus. Et pourtant, celui-là, il se balade jusqu'en Asie, jusqu'en Australie même. Donc c'est assez impressionnant de se rendre compte à quel point il voyage. Donc ça, c'est une des stratégies des papillons pour passer l'hiver aussi, par exemple, de certains insectes. Donc on l'imagine pas forcément, mais ils migrent. Exactement comme les oiseaux. On assimile plutôt ce comportement généralement aux oiseaux. Et ben non, il y a aussi des insectes qui sont capables de faire autant que les oiseaux, de faire d'aussi longues distances. Et donc là, c'est un autre exemple qui est très connu, c'est le papillon monarque. Donc le monarque, lui, c'est un papillon qui est américain, qu'on n'a pas chez nous, mais celui-ci est le papillon vraiment le plus connu pour les grandes migrations qu'il effectue. Je ne sais pas si on voit bien à droite, mais je vous ai mis une image. En fait, vous voyez, ce sont des arbres qui sont littéralement couverts de papillons. C'est-à-dire que quand ce papillon se déplace pour entamer une migration, il ne se déplace pas tout seul. En fait, il se déplace par cortège de millions d'individus. Donc ça, c'est une migration qui est suivie généralement tous les ans et qui est très connue en Amérique. Ces papillons partent du Canada pour redescendre jusqu'au Mexique, en règle générale, ou même plus bas. Donc là aussi, assez impressionnant. Bon, aujourd'hui, ils sont plus des millions d'individus, puisque malheureusement, leur population a chuté de plus de 80% en 30 ans. Donc bon, on n'en observe plus autant, mais c'est toujours un phénomène quand même assez impressionnant. Donc on a vu un petit peu les facultés de camouflage des insectes, la migration aussi qui est importante, et autre chose qui est très important à noter chez les insectes, et on va s'en rendre compte tout à l'heure quand je vous parlerai du rôle qu'ils jouent sur la planète et pour l'environnement, c'est que les insectes, généralement, ils sont toujours assimilés aux plantes. Les plantes et les insectes survivent les uns grâce aux autres, avec les autres. On a toujours un échange, par exemple, quand on pense aux pollinisateurs, la plante donne à l'insecte des ressources pour se nourrir, que ce soit son pollen ou son nectar, et tandis que l'insecte, lui, va permettre à la plante de se reproduire. Qu'on a toujours un échange, généralement un échange entre les plantes et les insectes. Donc c'est une relation de ce qu'on appelle de mutualisme, ce genre de relation. Et ça va même très très loin, parfois, chez les plantes et les insectes. On a parfois certaines espèces qui se sont tellement adaptées en fait l'une à l'autre au fil du temps. Donc c'est une évolution réciproque entre les deux individus qu'on appelle la coévolution. Et à ce stade-là, l'insecte et la plante, ils sont devenus complètement dépendants l'un de l'autre. C'est-à-dire que si la plante disparaît, l'insecte disparaît ou inversement. Donc ça, c'est très important. Là, je vous donne un exemple qui est très connu parce que c'est notamment une histoire qui a inspiré Charles Darwin lui-même quand il a établi sa théorie du coup sur l'évolution des espèces et la sélection naturelle. Donc c'est un petit papillon, un papillon de nuit qu'on appelle le sphinx de Morgan, qui pollinise là donc l'étoile de Madagascar, qui est une orchidée.
une très belle orchidée. Et alors quand Darwin a vu ça, en fait, premièrement, il a vu la fleur, hein. Il a vu la fleur avec un éperon. Bon, là, malheureusement, on voit pas très bien le long de l'image, mais là, en fait, vous avez un éperon qui prolonge la fleur, et c'est au fond de cet éperon que normalement se trouve donc le fameux nectar, le pollen. Et donc Darwin s'est dit, mais comment un insecte peut faire pour aller jusqu'au fond en fait de cet éperon, aller chercher le nectar et polliniser la fleur? Il doit bien y avoir un insecte, hein, c'est ce qu'il avait postulé, qui est un insecte, du coup, qui est un organe capable d'aller aussi profondément dans la fleur pour pouvoir la butiner. Et c'est avéré des années plus tard, hein, effectivement, qu'on a découvert le phénomène de pollinisation de cette orchidée, donc par ce papillon, qu'on a découvert le papillon et qu'on a vu que Darwin avait raison dans ce qu'il avançait. On se rend compte que donc il n'y a qu'un seul papillon qui est capable de polliniser cette fleur. Donc si le papillon disparaît, hein, la fleur disparaît, et inversement, puisqu'a priori, ça signifie qu'il ne peut pas se nourrir sur d'autres plantes. Enfin, ça semble un petit peu compliqué, étant donné la longueur de la trompe qu'il peut avoir. Voilà. Donc là, on va passer à notre deuxième partie, où je vais vous parler, donc vous expliquer un peu plus en détail tout ce dont les insectes, enfin ce pourquoi les insectes plutôt sont importants dans notre environnement, et quels sont les rôles qu'ils entretiennent, hein, dans les écosystèmes et dans la chaîne alimentaire. Donc on en a parlé un petit peu tout à l'heure, les décomposeurs, hein, pour commencer, qui sont extrêmement importants. Donc là, je vous ai mis un petit exemple là, des coléoptères, hein. Un petit coléoptère qui est commun chez nous, qui s'appelle le géotruphe des bois. C'est un bousier, hein, en fait. Alors, les bousiers qu'on a chez nous, ils font pas comme les bousiers africains, en fait, qui roulent leur petite boule d'excréments, hein, qu'on voit fréquemment sur les documentaires, hein. Donc, chez nous, généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils creusent leur galerie sous les excréments, et ils vont pondre leurs œufs, et donc leurs larves eux-mêmes vont se nourrir, hein, de ces excréments, et au fur et à mesure donc les décomposer. Donc les décomposeurs ont vraiment un rôle extrêmement important dans l'environnement, parce qu'ils permettent de nettoyer d'une part, hein, et ils permettent de faire en sorte que notre environnement est sain. Les cadavres, hein, par exemple, les cadavres d'animaux morts, ça peut être également du coup des cadavres d'animaux qui sont atteints de maladies également, donc ils évitent la prolifération de maladies et l'accumulation de matière organique dans l'environnement, premièrement. Et ensuite, cette matière organique, qu'est-ce qu'ils en font? Ils la digèrent, hein, donc ils la transforment, hein. Ils la transforment, et donc ces insectes décomposeurs, avec l'aide d'autres animaux du sol, certains qu'on connaît bien, par exemple, hein, les vers de terre, vont dégrader, fragmenter cette matière organique, hein, et la transformer en humus, hein. Donc l'humus, c'est cette couche du sol qui est très fertile, hein, en fait, qui est riche en minéraux, en oligo-éléments, en toutes ces substances-là que finalement les plantes vont utiliser pour pouvoir se nourrir et pour croître. Donc c'est très important, hein, c'est la matière qu'on essaye finalement d'obtenir, hein, quand on fait du compost, par exemple. Et là, je vous ai mis un exemple d'une petite larve d'un autre coléoptère qui s'appelle la cétoine dorée, qu'on peut retrouver dans le compost, et qui est une larve très importante justement pour la formation du compost. Et ce qui est dommage, c'est que souvent les jardiniers qui connaissent pas pensent que c'est une larve de taupin, hein. Donc les larves de taupin, elles sont connues pour digérer les racines des plantes, donc ce qui, je le conçois, pas forcément très appréciable au jardin. Et du coup, quand on ne connaît pas, on va avoir tendance à éliminer toutes les grosses larves blanchâtres qu'on trouve dans le compost, et malheureusement, parfois, on élimine également des larves qui peuvent être très utiles finalement pour nous, puisqu'elles vont nous aider à faire en sorte que le compost se dégrade. Donc là, c'est le cas de la larve de cétoine, hein. Donc la larve de cétoine, hein, qui est, par exemple, par rapport à la larve de taupin, elle est beaucoup plus jaunâtre, hein, et elle a une plus grosse tête, une beaucoup plus grosse tête que la larve de taupin. Là, je vous incite à vous renseigner si ça vous intéresse et que vous faites des cultures, hein, que vous faites du compost, si ça vous est déjà arrivé. Il y a des articles très intéressants qu'on peut trouver, hein, sur le net, pour vous aider à faire la différence, hein, entre les différentes larves qui sont dans le compost.
Donc voilà, ces décomposeurs ont vraiment un rôle très important. Et pour vous le prouver, je vais vous raconter une petite histoire, qui est une histoire vraie, donc qui s'est déroulée donc dans les années 60 en Australie. Parce qu'il faut savoir que les colons qui sont arrivés en Australie au 19e siècle, ils ont amené avec eux des bovins et des ovins, hein, mais particulièrement des bovins, donc des vaches. Et un petit problème qu'il y a eu avec l'introduction des vaches, c'est que il n'y avait aucun insecte finalement sur place qui n'était capable de digérer les bouses de vache et les excréments, puisque les bousiers australiens, ils étaient habitués aux déjections des marsupiaux, hein, donc des kangourous par exemple, hein, qui sont beaucoup plus petites, et aucun animal ne s'est attaqué du coup à ces bouses de vache et n'a entamé un travail de décomposition. Donc, ils se sont retrouvés dans les années 60, alors beaucoup plus tard, mais c'est arrivé quand même, avec plus d'1 million d'hectares qui étaient littéralement envahis par les bouses de vache. Donc, 1 million d'hectares, ça représente à peu près la surface de la région d'Île-de-France, donc c'est totalement gigantesque. Et ça a été une catastrophe, ça a été une catastrophe écologique, parce que non seulement ensevelis sous les bouses, dans ces environnements-là, il n'y avait plus aucune plante qui pouvait pousser, c'était impossible de pratiquer des cultures ou de faire quoi que ce soit. Des impacts sanitaires également parce que, bon, comme je vous l'expliquais, ces décomposeurs, ils ont aussi un travail très important où ils évitent l'accumulation de matière organique et où ils peuvent empêcher la prolifération des maladies. Et là, c'était pas le cas, du coup, forcément. Et économique également, parce que pour rétablir, enfin, essayer de rétablir l'équilibre, pour que les choses reviennent un petit peu à la normale, le gouvernement australien a dû faire importer pendant plus de 15 ans des bousiers qui venaient d'Italie et d'Afrique, des bousiers africains et des bousiers européens pendant plus de 15 ans. Donc ça a eu un coût énorme parce qu'il fallait s'occuper de ces bestioles, il fallait les transporter aussi et en nombre, en quantité suffisante pour qu'ils s'établissent et pour qu'enfin on réussisse à retrouver l'équilibre. Donc ça, vous pouvez chercher, l'histoire est vraie. C'est pas une blague, donc on se rend pas compte comme ça, mais il y a vraiment des choses dramatiques qui peuvent arriver si on prend pas compte de l'environnement qui est autour de nous. Donc ça, c'était un petit peu les décomposeurs. Maintenant, on va parler des pollinisateurs, un peu plus en détail. Donc, puisque la pollinisation, c'est très connu. Et les insectes pollinisateurs, par contre, eux, on les connaît moins. On pense généralement, quand on pense aux pollinisateurs, on pense à l'abeille domestique, Apis mellifera. Bon, cette abeille, on la connaît surtout parce qu'en fait, elle est en lien étroit avec l'homme. Depuis des milliers d'années, l'homme l'a domestiquée et utilise cette abeille qui lui fournit au quotidien les produits de la ruche, du miel, de la cire, de la propolis ou d'autres choses. Donc, on connaît surtout cette abeille-là, l'abeille domestique. Mais il y a aussi plein d'autres insectes qui sont pollinisateurs et qui ont un rôle très important. Certains coléoptères, qu'on va voir en suivant. Les coléoptères, c'est tout ce qui est les insectes de la famille on va dire des scarabées, les coccinelles par exemple, les carabes, donc, qui ont une grosse paire d'ailes membraneuses. On a alors les lépidoptères, ça c'est tout ce qui est papillons. Donc les papillons également sont des pollinisateurs importants. Et les diptères, alors les diptères, ça c'est tout ce qui est mouche. Hein. Les mouches ont également un rôle de pollinisateur qui est très important. Tout à l'heure, je vous ai montré cette petite mouche qui ressemble aux guêpes, qu'on appelle le cirfe. Donc les cirfes sont également des pollinisateurs très importants. Ils ont un rôle particulier, notamment dans certains écosystèmes où les conditions sont plus froides et où les abeilles sont moins présentes, sont moins représentées en montagne. Il y a eu, par exemple, en 2014, une étude qui a été menée par le Muséum d'histoire naturelle dans des prairies alpines et où les chercheurs se sont rendus compte que dans ces prairies alpines où les conditions étaient un peu plus rudes et où il y avait moins d'abeilles, il y avait surtout beaucoup de mouches et que plus de 60% des plantes étaient pollinisées par les mouches. Donc, c'est des mouches qui étaient des cirpes d'ailleurs. Donc, on se rend compte de l'importance que ces petites bêtes peuvent avoir dans des écosystèmes qui sont un petit peu différents. Donc, à chaque endroit, chaque écosystème, il y a
donc sa plante, son animal qui est important. Et donc il y a les abeilles sauvages aussi, hein. Donc les abeilles sauvages qu'on ne connaît pas par rapport à l'abeille domestique, alors que pourtant il existe plus de 1000 espèces d'abeilles sauvages en France, rien qu'en France. Donc c'est assez impressionnant. Et dans le monde, hein, on porte ce chiffre à 20 000. Hein. Donc 20 000 espèces d'abeilles dans le monde. On nous parle toujours que de l'abeille mellifère. Bon, il n'y a pas que l'abeille mellifère. Donc là, je vous donne quelques exemples hein, de petites abeilles hein, qu'on peut trouver chez nous, hein, qu'on voit assez facilement. Des abeilles sauvages. Donc par exemple, là vous avez un bourdon hein, tout à gauche. Hein, parce que les bourdons sont aussi des abeilles. Hein. Donc le bourdon des champs. Là, vous avez d'autres exemples d'espèces qui sont... alors, vous avez la mégachile, hein, qui est plutôt une grosse abeille. Et les halictes, la petite abeille noire, hein, qui est tout en haut à droite. Ça, c'est plutôt ce sont des petites abeilles qui sont vraiment minuscules, mais des fois, on les voit quand même. Hein, on peut les voir sur les fleurs quand on s'approche des fleurs. Vous voyez peut-être, des fois, c'est tout petits insectes qui butinent. Hein, ce sont des abeilles sauvages. Et alors, ces petites abeilles... généralement, elles transportent pas le pollen sur leurs pattes, comme l'abeille mellifère. Elles ont une brosse ventrale, hein. En fait, elles ont cette petite brosse sous le ventre qui leur permet de transporter de cette manière-là le pollen. Et ce sont aussi des abeilles souvent qui, comme elles ont une petite taille, alors pas toutes, mais elles ont souvent une petite taille, donc on les voit pas trop. Et on a tendance du coup on a eu tendance ces dernières années plutôt à mettre des ruches partout pour favoriser la biodiversité, puisqu'on nous parlait beaucoup de l'abeille mellifère. Mais finalement, ces petites abeilles sauvages, bah, elles sont concurrencées par l'abeille domestique, parce que l'abeille domestique, elle est capable d'aller butiner très loin de sa ruche, sur de très longues distances, jusqu'à 5 km à la ronde, hein, alors que les abeilles sauvages, bon, bah, généralement, elles font 300 mètres à 1 km au maximum pour aller chercher leurs ressources alimentaires et pour butiner. Hein. Donc, si vous êtes dans un milieu où on a énormément de ruches hein, d'abeilles domestiques, les abeilles sauvages se trouvent concurrencées, d'autant plus que généralement, parce qu'on les appelle aussi des abeilles solitaires, ces petites abeilles sauvages, hein, elles vivent seules. Elles vivent en bourgade hein, de plusieurs individus. Les individus se rassemblent, mais ils ne vivent pas ensemble. Ils ne s'apportent rien. Elles colonisent un même milieu, mais donc chacune de ces petites abeilles travaille pour elles, hein, si on peut dire. Donc c'est d'autant plus important finalement pour protéger la biodiversité de ne pas forcément chercher à mettre une ruche hein, pour les abeilles domestiques, puisqu'il faut penser également aux abeilles sauvages. Donc il y a pas mal de ressources hein, que vous pouvez trouver à ce sujet-là si ça vous intéresse également, notamment si vous avez un jardin ou des cultures. Et donc le service de pollinisation, hein, il est absolument extrêmement important puisqu'il permet de nous nourrir hein, déjà, comme on l'a vu un petit peu tout à l'heure. Hein. Et il permet également aux plantes de subsister finalement, d'exister. Parce que là, pour reprendre un petit peu juste la pollinisation en elle-même et le phénomène de la pollinisation, c'est que l'insecte qui va sur la fleur va féconder la fleur. Du coup, la fleur fécondée nous donne un fruit. Et généralement, c'est ce fruit-là dont on se nourrit, hein, que ce soit sous n'importe quelle forme. Et les fruits contiennent les graines, hein, donc c'est par ce moyen-là également que les plantes vont pouvoir se disperser. Donc non seulement ces insectes pollinisateurs, ils permettent aux plantes de, de pouvoir se reproduire, hein, donc de créer de nouvelles générations qui sont fécondes et pas des clones, parce que les plantes ont différents moyens de se reproduire. Hein. Elles pratiquent pas forcément une reproduction sexuée. Elles peuvent tout simplement se dupliquer, hein, par exemple se bouturer toutes seules et elles vont donner à ce moment-là des individus qui sont uniquement des clones, hein, qui ont exactement la même information génétique que la plante mère, et du coup, il y aura pas de diversité dans l'environnement, et ces plantes-là, peut-être ne seront pas bien adaptées dès qu'il y aura un changement dans l'environnement ou une maladie qui arrive ou autre. Ces plantes-là n'auront pas un patrimoine génétique assez diversifié pour pouvoir faire face et pour pouvoir se maintenir. Donc c'est pour ça que la reproduction sexuée est très importante et les pollinisateurs permettent aux plantes d'accomplir cette reproduction sexuée et donc également de se disperser hein, par les graines. Puisque
on va dire que la grande révolution dans le monde botanique, hein, chez les plantes à fleurs, c'est de donner un fruit qui porte une graine qui est protégée par une enveloppe. Et donc, s'il y a des fruits, il y a des graines, et par ces graines, les plantes vont pouvoir évidemment se disperser sur de plus longues distances, coloniser de nouveaux milieux, etc. Donc tout ça, c'est grâce aux pollinisateurs que la plupart des plantes à fleurs arrivent à le faire. Ah, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, on l'a dit, plus de 80% des plantes à fleurs sont pollinisées par les insectes, hein, dans les milieux tempérés. Alors, c'est dans les milieux tempérés, hein, je précise, parce que voilà, si on se trouve par exemple dans les forêts tropicales en Amazonie, hein, on a aussi on a les colibris, hein, ces petits oiseaux qui jouent un rôle très très important pour la pollinisation des fleurs. Et c'est pas dans certains autres pays, on a les chauves-souris également. Donc, voilà, un autre rôle, bon, ça on en a parlé tout à l'heure, hein, les insectes, hein, sont source de nourriture pour énormément d'animaux, hein, même chez les oiseaux par exemple, parce qu'il y a beaucoup, on connaît beaucoup d'oiseaux qui mangent des graines, hein, finalement, des oiseaux granivores, mais ils sont granivores à l'âge adulte. Il faut savoir que ces oiseaux-là, qui sont granivores à l'âge adulte, bien souvent, ils nourrissent quand même leur progéniture avec des insectes, hein. Leur progéniture en a besoin, ces insectes, pour avoir un apport de protéines. Donc même les oiseaux qui se nourrissent de graines à l'âge adulte, généralement quand ils étaient petits ou quand ils ont des petits, ils leur donnent des insectes et ils ont besoin de cette source de protéines. Et on a observé aujourd'hui, hein, par des études récentes, que les populations d'oiseaux ont énormément chuté, notamment dans les milieux agricoles, hein. Plus de 70%, je crois, des oiseaux, des populations d'oiseaux ont diminué, elles ont baissé, excusez-moi, de plus de 70% dans les milieux agricoles. J'ai trouvé mes mots. Donc ça, c'est une étude qui date de 2018 également, qui a été conduite par le CNRS. Donc moins 70%, c'est quand même énorme, hein. Et notamment, ils avaient noté une grosse diminution des petits passereaux, hein, évidemment. Et ça, c'est quand même triste. Et cette disparition des oiseaux, elle était directement corrélée, hein, pour eux, au fait qu'ils trouvent plus de ressources assez abondantes, hein, et notamment des insectes, hein, pour pouvoir se nourrir. Donc voilà, on a des oiseaux, mais on a également des amphibiens, énormément d'amphibiens qui mangent les insectes, hein, que ce soit les grenouilles, que ce soit les crapauds, les rainettes, les tritons également mangent des amphibiens, mangent des insectes, excusez-moi, dans l'eau. On a tout plein d'animaux qui mangent des insectes, et donc les êtres humains aussi, hein. Bon, ça, c'est quelque chose que je vous ai déjà dit tout à l'heure dans l'introduction. Je me suis un petit peu avancée, mais bon, je le redis, hein, du coup, il y a plus de, c'est pas 2 millions d'ailleurs, c'est 2 milliards. 2 milliards d'êtres humains qui se nourrissent d'insectes sur Terre. Donc c'est assez gigantesque, hein. Ça, vous pouvez rechercher, hein, vous-même, hein, l'article de la FAO sur les peuples entomophages. Et donc à partir de tout ce qu'on vient de dire là, on se rend compte à quel point les insectes participent à un cycle qui est absolument vital, hein, sur Terre. C'est vraiment assez incroyable. On a parlé tout à l'heure de leurs facultés et du lien qu'ils sont avec les plantes. Et en fait, c'est dans ce lien-là qu'ils s'entretiennent avec les plantes que je vous dis que les insectes participent à un cycle vital, puisqu'on se rend compte que ils rentrent vraiment en jeu dans la survie de toute la planète, hein, de la planète entière, de tout le monde vivant. Parce que là, je vous donne ce petit exemple là en reprenant par exemple le cycle des plantes. On voit que les insectes, ils interviennent du début à la fin dans le cycle des plantes, hein. Ce sont les insectes qui aident à créer l'humus et donc à faire un sol fertile pour les plantes. Donc les insectes soutiennent la croissance des plantes. Ils soutiennent également la reproduction et la dispersion des plantes. Et ces plantes ensuite, elles vont nous nourrir, hein, puisque les plantes, hein, c'est quand même la ressource primaire de tous les êtres vivants, hein, et notamment de l'homme. On s'en sert pour tout, des plantes. Et depuis que l'homme est arrivé sur Terre, hein, on les utilise comme aliments. Premièrement, hein, les plantes, on les a consommées pendant très longtemps, les plantes sauvages. On les a utilisées également pour faire toutes nos constructions. On les utilise aussi en médecine, hein. Aujourd'hui, il y a énormément de médicaments dont les molécules proviennent des plantes, hein. Donc finalement, les insectes, ils entrent
vraiment dans toutes les phases de la croissance des plantes, hein, de la croissance à la reproduction. Les insectes sont toujours là, on s'en rend compte. Et ce sont ces plantes qui nous nourrissent, qui nourrissent l'humanité, qui nous font vivre. Donc, s'il n'y a plus d'insectes, il n'y a plus de plantes. Donc, on imagine bien à quel point tout ça, c'est extrêmement lié, hein, extrêmement important, finalement. Ce lien qu'il peut y avoir entre toutes choses qui existent. Et là, on le voit bien par cet exemple avec les insectes, les plantes. Donc voilà, après cette partie sur tout ce que font les insectes dans notre environnement, qui est vraiment important, et tout ce dont ils sont capables, je voulais vous parler un petit peu de la raison pour laquelle j'ai tant de conviction et d'envie de vous en parler aujourd'hui. Quel est le bilan? Eh bien, c'est assez dramatique aujourd'hui, ils sont vraiment menacés, hein. Donc là, ça n'arrête pas dans les journaux. Je vous ai montré tout à l'heure le dernier numéro du National Geographic qui en parle, mais là, ça fait depuis 3, 4, 5 ans à peu près. Je dirais que régulièrement, ça ressort dans la presse, hein. On a des études où on nous parle de la disparition des insectes, hein. Et donc là, c'est une étude qui est parue l'an dernier, hein, dans un grand magazine scientifique, hein. Il y a plein de chercheurs qui se sont réunis de par le monde. Et ils ont prouvé que aujourd'hui, plus de 40% des insectes sont menacés d'extinction. Et sur l'étendue de toute la planète, hein. Donc c'est quand même absolument énorme, gigantesque, hein, plus de 40% des insectes qui sont menacés d'extinction. Bon, et on dénote en fait des baisses des niveaux de population absolument partout dans le monde, hein. Que ce soit dans les endroits effectivement on pourrait penser les pires pour les insectes, hein, des endroits pollués, mais pas que, malheureusement. On trouve également des baisses importantes de population, y compris dans des endroits qui sont censés être protégés, hein. Je vous donne un exemple. Donc, justement, hein, cette étude qui a été faite en Allemagne est très bien documentée dans le National Geographic que je vous ai montré tout à l'heure. En 30 ans, les scientifiques ont prouvé que on avait eu une baisse de 70 à 80% des populations d'insectes en Allemagne dans les aires protégées, hein. C'est ce qu'il faut préciser. C'est ça qui est terrible, hein. C'est parce que les chercheurs, hein, pendant 30 ans, ont fait leurs relevés, leurs études dans des réserves naturelles. Et c'était complètement fou d'imaginer à quel point, même dans des endroits protégés comme ça, on pourrait observer une telle baisse des populations, hein. Les scientifiques eux-mêmes n'y croyaient pas, mais ça s'est révélé malheureusement vrai. Donc là, le bilan est assez catastrophique, hein. Et comme je vous en parlais tout à l'heure, hein, avec tout ce qu'ils font sur Terre et tout ce à quoi ils nous servent, hein, ce à quoi ils sont utiles, ben, vous imaginez bien que malheureusement, si on arrive à une disparition complète des insectes, ben, ce serait une catastrophe, hein, une catastrophe sans précédent. Donc on a un bilan qui est catastrophique aujourd'hui. Et alors pourquoi les insectes disparaissent tant aujourd'hui, hein, quelles sont les causes de leur disparition? Bon, bah, c'est une disparition, hein, qui est liée à des causes multifactorielles, hein. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte, mais globalement, bah, ça reste un peu toujours la même chose, hein, comme pour la disparition de nombreuses autres espèces, hein. C'est l'intensification des activités humaines qui pèse énormément sur la survie des insectes, hein. Donc la cause principale de disparition des insectes, hein, qui est une cause directe, c'est l'usage des pesticides, hein. On l'a vu notamment avec les abeilles, hein, les abeilles domestiques, hein, qui ont un petit peu déchaîné la chronique, hein, les années suivantes à cause des néonicotinoïdes, hein. On s'est bien rendu compte à quel point ça a influencé sur la vie des insectes, hein, que ça détruisait leur système nerveux, également leur système immunitaire, et que du coup ça leur donne des maladies, hein. Ils contractent des maladies qu'ils n'auraient pas eu s'ils n'avaient pas été soumis à ces substances-là. Et bien d'autres choses encore, puisque de toute façon, quand on met des pesticides, hein, dans les cultures, hein, les pesticides choisissent pas si on élimine que les insectes qui sont soi-disant ravageurs ou les insectes qui sont aussi bénéfiques, hein, comme les pollinisateurs, hein. De toute façon, ça élimine tout, donc c'est pas compliqué. Donc les pesticides, hein, déjà. Ensuite, autre chose dont on parle pas souvent ou dont on parle moins,
parce qu'il y a aussi des causes quand même politiques derrière, hein, c'est la pollution lumineuse. Donc la pollution lumineuse qui tue vraiment énormément d'insectes, hein. C'est considéré comme la seconde cause de mortalité chez les insectes après les pesticides, puisque en saison, par exemple, là en plein été, bon, on a toujours partout, partout dans le monde aujourd'hui la pollution lumineuse. Enfin, je veux dire, c'est pour nous, c'est devenu un phénomène banal et quotidien de voir des enseignes allumées la nuit, d'avoir des parcs d'éclairage public qui sont allumés, hein, toute la nuit. Bon, bah, c'est pas naturel du tout, hein, et donc cette lumière, ça perturbe énormément les insectes, puisque les insectes sont des animaux qu'on dit à phototaxie positive. Ça veut dire qu'ils ont une attirance naturelle vers la lumière, puisque naturellement, les insectes nocturnes se dirigent en fait grâce aux étoiles, hein. Donc, quand ils voient ces lumières, hein, les lumières des néons, des lampadaires, etc., ils sont attirés directement. Et malheureusement, on estime qu'autour de chaque point lumineux, en saison, il y a environ 150 ou 200 insectes qui meurent par nuit autour de chaque point lumineux, d'épuisement à force de tourner autour de ces lampes, hein, parce qu'ils sont complètement déviés du coup de leurs activités, ou de brûlures, hein, aussi, occasionnées par la chaleur, hein. Donc 150 à 200 insectes par point lumineux, sachant qu'on a 11 millions de points lumineux en France qui constituent le parc d'éclairage public de nos communes. Ça commence à faire énormément. Donc on a la pollution lumineuse, les pesticides qui sont des causes directes, hein, du déclin des insectes. Ensuite, on a des causes un peu moins directes, mais qui sont nombreuses, hein, qui sont toujours liées aux activités humaines, excusez-moi. C'est la destruction de l'habitat des insectes, hein, leur disparition, à cause de l'urbanisation, hein, par exemple, hein, à outrance, les terres agricoles également qu'on réquisitionne. Il y a là aussi la déforestation et le fait de toujours gérer nos forêts. En France, on n'a plus, hein, de forêts qui soient naturelles, hein, qui soient entre guillemets laissées à elles-mêmes et à ce que la nature peut en faire, hein. Elles sont toujours gérées, hein, et on fait toujours, euh, on va toujours ramasser du bois, hein. Généralement, d'ailleurs, ce sont des forêts plantées, des forêts artificielles. La tonte trop fréquente aussi, hein, que ce soit des bords de route ou des parcs publics, dans les jardins. Bon, aujourd'hui, dans de plus en plus d'endroits, on se met quand même à faire de ce qu'on appelle de la gestion différenciée, c'est-à-dire qu'on ne va pas tout tondre, tout raser à blanc. On va laisser quelques espaces où on laisse l'herbe haute pousser, justement pour que la faune locale puisse se développer. Mais c'est encore assez peu répandu, malheureusement, comme technique, surtout dans les milieux urbains, puisque les gens ont encore peur, hein, de ça, hein, des zones un petit peu embroussaillées, ou voilà, dès qu'il y a des hautes herbes, bon, on pense que ça favorise le danger, donc c'est un petit peu mal vu, donc ça se fait pas encore partout, la gestion différenciée. Voilà, l'assèchement des milieux humides aussi, enfin, il y a plein de choses qui jouent contre les insectes et qui sont une cause de disparition avérée. Donc, bah, on nous dit que tout ça c'est bien, mais bon, bah, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre échelle, pour essayer un petit peu d'aider ces insectes, puisque bon, tout ça, ça semble relever quand même de décisions gouvernementales, hein, politiques. Bon, bah, déjà, savoir que nous, on peut influencer tout de même le déclin des insectes, hein, par un moyen simple, si on a un jardin. Première chose, hein, parce que il faut savoir que en France, on est un peu plus de 17 millions de Français à avoir un jardin, par exemple, et que la superficie des jardins de particuliers en France, elle est estimée à plus d'1 million d'hectares. Et ça représente 4 fois l'étendue de la surface des réserves naturelles françaises. Donc c'est absolument gigantesque, hein. Ça veut dire que si tous ceux qui ont un jardin se mettaient à faire entre guillemets un jardin bio, ou jardinage naturel, hein, un jardin sauvage, ça serait vraiment très profitable à la biodiversité, hein. On pourrait essayer d'endiguer un petit peu les pertes de biodiversité uniquement en prenant soin de notre jardin et en faisant un jardinage plus naturel.
Donc non seulement c'est une bonne action pour la biodiversité hein, de se mettre à faire un jardin plus naturel, mais on va également en tirer des bénéfices hein, parce que bon, là comme ça, si je vous dis de venir laisser des insectes de laisser des insectes plutôt venir dans votre jardin, bon, ça semble peut-être un petit peu contradictoire, hein, parce que les insectes sont souvent connus pour être des ravageurs des cultures, alors qu'en fait, c'est pas forcément le cas, c'est pas forcément ça le problème. Le problème, c'est que dans un jardin qui n'est pas équilibré, où il n'y a pas assez de biodiversité, on n'a pas assez d'insectes prédateurs pour contrôler les populations d'insectes entre guillemets ravageurs. Donc il faut qu'il y ait un équilibre en fait qui se retrouve dans le jardin, un petit peu comme dans un écosystème naturel, hein. Le jardin doit retrouver l'équilibre d'un écosystème naturel pour qu'on ait ses bénéfices. Et on peut avoir vraiment des bénéfices énormes ensuite sur le jardin. Parce que là, je vous donne un exemple, hein. C'est une étude qui a été menée en 2016, hein, une étude internationale, où des chercheurs du CNRS ont prouvé que la diversité des insectes pollinisateurs dans les cultures était responsable de 20 à plus de 30% de rendement supplémentaire, hein. Juste le fait d'avoir une certaine diversité de pollinisateurs sauvages, ça influence déjà le rendement, puisque les pollinisateurs sauvages, hein, comme on en a parlé tout à l'heure, par exemple de ces petites abeilles sauvages, généralement, il faut savoir qu'elles travaillent plus efficacement que les abeilles domestiques, notamment parce que, comme je vous le disais, elles sont solitaires, hein, elles n'ont pas de ruche, donc elles travaillent pour elles-mêmes, donc elles ont intérêt à aller ramasser du pollen si elles veulent nourrir leurs larves et si elles veulent continuer à perdurer. Donc elle travaille mieux, donc on a un rendement notamment qui voilà qui est influencé, hein, qui est supérieur. Et ils ont également prouvé, ces scientifiques, qu'on avait des fruits et plus nombreux et plus volumineux. Alors ensuite, je voulais vous parler un petit peu des insectes phytophages ou des insectes végétariens, hein, tout simplement. Donc par exemple les chenilles qu'on n'aime pas trop parce qu'elles viennent manger nos plantes. Bon, finalement, ces insectes-là, ils ont un rôle qui est très important hein, dans la nature, dans l'environnement, puisque elles influencent en fait la croissance des plantes. Elles évitent à certaines plantes qui ont tendance à prendre le pas sur les autres de proliférer, hein, par exemple. On revient à cette notion d'équilibre dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ces insectes-là permettent de conserver un certain équilibre au jardin. Et il faut savoir également que les insectes végétariens, ils peuvent aider du coup euh, à gérer un petit peu on va dire les adventices, hein, celles qu'on appelle notamment des mauvaises herbes. Par exemple, il y a d'autres études qui ont prouvé que les carabes, qui sont des coléoptères dont certains se nourrissent de graines, quand ils étaient nombreux dans les cultures, ils évitaient la prolifération justement de ces mauvaises herbes ou des adventices, étant donné qu'ils dévorent les graines. Donc ça, c'est quand même assez important. Donc ça c'est le premier point, moins d'adventices, c'est également, du coup ces insectes phytophages, ils fortifient les plantes en fait. Quand on a un insecte qui attaque une plante, il force la plante à se défendre, c'est ce qui fait que la plante va produire plus d'antioxydants. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles, notamment dans les fruits et les légumes bio, hein, parce qu'il y a des études qui ont été menées là-dessus, on retrouvait beaucoup plus d'antioxydants dans les fruits et les légumes bio que dans les fruits et légumes qui dérivent de l'agriculture classique, hein, conventionnelle. Parce que bon, on met pas de pesticides, donc forcément, les plantes sont plus soumises aux attaques d'insectes, mais du coup, elles se défendent. Elles se défendent naturellement. Si on leur donne toujours, entre guillemets, si on met du grain à moudre en mettant toujours des pesticides pour éviter que, ou bon, la plante, elle a plus de système de défense, donc elle n'a pas de raison de créer des antioxydants en quantité et de se fatiguer à créer des systèmes de défense puisqu'elle n'en a pas besoin. Tandis que là, ça va être différent. Du coup, quand on est en système d'agriculture plutôt naturel ou écologique. Donc ça, c'est un autre point important hein, sur ces insectes. Donc ce qu'on peut en conclure, c'est que plus on a de diversité d'insectes pollinisateurs ou autres, hein, même des insectes qu'on n'aime pas trop qui sont végétariens, c'est que finalement on a hein, une abondance qui arrive au jardin, une abondance qui est naturelle. Et donc ça, c'est pas que moi qui le dit, hein, c'est pas
c'est pas quelque chose d'exagéré, hein. Il y a plein d'initiatives, hein, en France qui ont émergé, hein, sur justement ce qu'on appelle ce concept de jardin sauvage ou de jardin naturel. Notamment, je voulais vous citer là un exemple, hein, que vous pouvez aller voir sur leur site internet si ça vous intéresse, puisqu'il y a plein de ressources et ils citent également d'autres initiatives en France, hein. C'est le jardin des petites ruches. Où, bon, ça se trouve alors, en Bourgogne, hein, je crois, euh, où les créateurs, hein, de ce site ont plus de 3000 mètres carrés, hein, d'espace qu'ils cultivent essentiellement en bio, hein, même totalement en bio. Et ils nous prouvent bien, hein, à chacune de leurs interventions, de leurs publications, que leur jardin est juste magnifique et très abondant. Et ils proposent également des visites, hein, juste des visites découvertes ou même des stages et des formations s'il y a des gens qui sont intéressés par cette agriculture naturelle pour aller vers plus d'autonomie. Ben, ça peut être quelque chose de très intéressant à aller voir aussi, comment ils s'y prennent et comment on fait. Donc, bah alors, c'est bien beau de vous dire tout ça, mais maintenant, bah, je vais vous expliquer un petit peu comment faire du coup, si vous avez un jardin et que vous voulez vous lancer, que vous voulez essayer d'accueillir petit peu plus les insectes dans votre jardin pour les aider, ou pour également avoir bah, des bénéfices, entre guillemets, de leur part, hein, avec tout ce qu'ils peuvent vous apporter. Comment on fait pour accueillir les insectes dans son jardin? Bah, c'est pas bien compliqué. Il suffit de leur fournir aux insectes le gîte et le couvert. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de la ressource au jardin, il faut qu'il y ait une certaine abondance, hein, abondance de plantes notamment, parfois de mauvaises herbes. Ça fait pas trop plaisir à entendre, hein, parce qu'on les appelle des mauvaises herbes, mais d'ailleurs, généralement, ces plantes-là qu'on appelle des mauvaises herbes, on se rend compte qu'on peut les utiliser pour faire plein de choses, hein, que ce soit pour les manger ou même parfois pour se soigner. Donc ça peut être une occasion aussi de se retourner un petit peu vers ces herbes oubliées qu'on connaît plus aujourd'hui et de les redécouvrir en les laissant pousser dans son jardin. Moi, je parle du coup du principe de non-interventionnisme pour laisser venir un petit peu plus de diversité dans son jardin, favoriser les insectes. Bah, c'est d'éviter évidemment la tonte trop fréquente, puisque comme on l'a vu tout à l'heure, les insectes pollinisateurs sont nombreux et ça c'est quelque chose que je vous avais pas dit, mais par exemple, souvent les insectes sont liés à une seule famille, voire même à une seule espèce de plante, hein. Donc, ils ont besoin de plantes particulières pour pouvoir proliférer. Ça peut être pour plein de choses, hein, pas forcément pour se nourrir, hein. Même des insectes qui ne sont pas pollinisateurs vont parfois utiliser des ressources qui proviennent de plantes pour faire leur nid, par exemple, hein. Ça peut arriver aussi, hein. Certains insectes, notamment prédateurs, hein. Il y a certaines guêpes prédatrices ou parasites qu'on appelle les ichneumons, par exemple, qui vont pondre leurs œufs, elles, directement dans le corps des chenilles. Donc ça, c'est intéressant si vous voulez pas que votre potager, entre guillemets, se fasse dévorer par les chenilles. Voilà, cependant, ces guêpes parasites, pour qu'elles viennent dans votre jardin, il faut qu'elles aient les ressources pour pouvoir s'établir à côté, faire leur nid, etc. Et ensuite venir dévorer vos chenilles. Donc s'il n'y a pas de ressources dans le jardin, qu'il n'y a pas assez d'abondance, les prédateurs ne pourront pas s'installer. Il ne pourra pas y avoir un équilibre où il y a une régulation entre du coup les entre guillemets ravageurs et les insectes auxiliaires. Donc on arrête de tondre forcément trop souvent son jardin, hein. On peut faire de la fauche ou faire une tonte moins régulière, hein. Peut-être une au début de la saison et une en fin de saison pour laisser les plantes se développer. Après, bon, ça dépend aussi du niveau de tolérance de chacun, hein. C'est un exemple. Et éviter de toujours nettoyer aussi les soi-disant débris qu'on trouve dans le jardin, enlever les feuilles mortes, enlever les brindilles, tout ça, toutes ces petites choses, hein, elles servent aux insectes, hein, qui vont, par exemple, en hiver, se cacher dessous, hein. Les coccinelles, ça leur suffit pour passer l'hiver, hein, de se cacher sous des petites brindilles ou des feuilles mortes, hein. Donc si vous enlevez tout ça, vous n'avez plus de coccinelles qui viennent manger vos pucerons, par exemple. Donc c'est un petit peu dommage. Et donc ensuite, c'est essayer de faire en sorte d'avoir une diversité de milieux au jardin, hein. Si vous avez une haie, de laisser la haie, c'est très bien, ça profite très bien aux insectes, hein. Avoir aussi un petit terrain avec, pourquoi pas une parcelle avec un petit peu juste de terre laissée à nu, de terre battue, puisqu'il y a beaucoup d'abeilles sauvages notamment qui vont faire leur nid dans la terre, hein, à même le sol, dans les talus,
là où la terre est assez meuble pour qu'elles puissent faire leur nid. Donc ça, c'est très intéressant pour les abeilles sauvages, par exemple, qui peuvent venir polliniser vos plantes. Après, on peut faire plein d'autres choses, hein. Vous pouvez installer une mare, par exemple. On peut installer une prairie fleurie aussi en semant des plantes mellifères qu'on laisse pousser. Voilà, essayer de s'arranger pour laisser un endroit où on va laisser pousser la prairie, par exemple, et un autre endroit où on va tondre, pour que tout le monde soit content et pas trop désemparé par le changement. Voilà, on va pas passer tout de suite d'un jardin qui est tondu tout le temps à un jardin qui va pour beaucoup ressembler à une friche, hein. Je conçois que c'est compliqué et pas évident à faire entendre, ni à faire accepter à tout le monde. Et donc autre chose, hein, c'est évidemment pas de produits phytosanitaires et de pesticides, hein. Bon, ça, sachant qu'aujourd'hui, hein, c'est interdit, hein, depuis le 1er janvier 2019, hein, la loi Zéro Phyto a interdit cet usage aux particuliers de toute façon. Donc aujourd'hui, on n'a plus le droit, hein, quoi qu'il en soit, de mettre des produits dans notre jardin. Donc voilà, hein, pour les pratiques au jardin. Alors il y a autre chose, hein, c'est l'hôtel à insectes, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me parlent de ça, du coup, de l'hôtel à insectes, qui me demandent si ça peut être une bonne idée d'installer un hôtel à insectes. Alors moi je dirais que c'est un petit peu un piège, hein. L'hôtel à insectes, il doit pas être considéré comme une solution en tant que telle, c'est-à-dire que si vous respectez pas le principe de toute façon d'avoir une certaine abondance de plantes dans votre jardin, hein, donc les ressources dont on a parlé, pour que les insectes puissent se nourrir, etc. L'hôtel à insectes, il va pas servir à grand chose, hein. Moi, je trouve que c'est une aberration de voir, par exemple, sur des ronds-points qui sont tondus et où il n'y a aucune fleur, un hôtel à insectes en plein milieu. Je pense que là-dedans, il ne doit pas y avoir beaucoup d'insectes qui y vont, parce que bon, comme on en a parlé tout à l'heure, il y en a quand même beaucoup qui vont chercher leurs ressources à côté de leur nid, hein, notamment les abeilles sauvages, hein. Comme je vous le disais, elles ne parcourent pas plus de 300 mètres ou à 1 kilomètre grand maximum pour aller chercher des ressources autour de leur nid. Donc, si vous mettez juste le gîte, voilà, sans le couvert, pour le dire plus simplement, ça ne fonctionnera pas très bien l'hôtel à insectes. Donc, l'hôtel à insectes, oui, ça peut être très bien, mais c'est pas une fin en soi. Après, il peut y avoir plein d'autres choses intéressantes, hein, pour accueillir les insectes sans forcément avoir un hôtel à insectes, hein. Il y a certaines plantes qu'on peut favoriser au jardin. Par exemple, les plantes qui sont de la famille des ombellifères, hein, ou des apiacées, donc les carottes sauvages, ou carottes qu'on va faire pousser soi-même, hein, d'ailleurs, la berce, ça peut être le fenouil aussi, puisque ces végétaux-là ont des tiges creuses. Et il y a beaucoup d'insectes qui vont faire leur nid ou qui vont se cacher dans les tiges creuses des végétaux, par exemple, hein, pour passer l'hiver. Donc ça peut être intéressant. Après, il y a d'autres choses, hein. Il y a certaines abeilles sauvages, donc les osmies, qui vont faire leur nid dans des coquilles, par exemple, dans des coquilles d'escargots. Donc ça aussi, ça peut être une idée de laisser traîner des coquilles d'escargots, de faire des petits assemblages comme des petits nids avec des coquilles d'escargots ou de faire d'autres petites installations comme ça. Donc là, je vous conseille, je vous donne une petite référence, hein, d'un livre qui est très intéressant. Si vous voulez regarder ça, donc qui est écrit par Vincent Albouy, c'était l'ancien président de l'Office pour les insectes, hein, en France, l'Office national pour les insectes. Et donc dans ce livre, il vous parle justement des insectes au jardin, hein, comment les favoriser, et il donne plein de techniques, hein, plein d'astuces que je trouvais moi assez intéressantes pour apprendre à réaliser du coup des petits nids ou des petites choses spécialement pour les insectes. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, même si c'était un peu long, mais bon, je pense que c'était important de parler un petit peu de tout ça. Et encore à vous, merci à vous, pardon, de m'avoir suivi ce soir pour cette conférence. Et je vous présente du coup, si vous voulez aller plus loin, découvrir quelques espèces qui sont autour de vous, j'ai écrit un petit guide, hein, un petit guide sur les insectes, hein, qui peut se trouver en distribution assez facilement partout. Et également, il y a un prochain livre qui sera à venir aux éditions Larousse. Ça, ce sera plutôt l'année prochaine, mais qui sera vraiment un guide de détermination plus complet avec beaucoup plus d'explications sur les insectes, même que ce que j'ai pu vous dire déjà ce soir. Merci.
Merci beaucoup Morgane, c'est nous qui te remercions pour ce voyage dans l'univers des insectes qui était fort passionnant et vraiment très très enrichissant. Maintenant on voit un petit peu autrement ce monde qui nous paraissait complètement étranger et c'est très très intéressant aussi tous tes petits astuces, tout ça à mettre au point. Moi qui ai un jardin, je vais m'y atteler. On verra tout ça, comment ça va se passer. Mais en tout cas, un grand, grand merci.